Je ne suis point malade ni folle dingo. Je viens simplement de très très loin. Mon psy m'a dit, une émission de Benjamin Laurent. Il est complètement fou, ce mec. Bonjour à tous, bienvenue dans Mon psy m'a dit. Ce nouveau rendez-vous sur Radio Senlose abordera une fois par mois toutes les problématiques liées à la santé mentale. Maladies psychiatriques, troubles neurodéveloppementaux, handicaps psychiques et cognitifs, que se passe-t-il quand notre matière grise dérape ? Les thématiques sont vastes, les questions nombreuses. À chaque émission, j'aurai donc le plaisir d'accueillir un professionnel de santé qui nous aidera à mieux comprendre et décrypter les maladies mentales. J'inviterai également les patients, familles de patients, représentants d'associations, à venir partager leurs expériences et leur quotidien. On commence aujourd'hui avec les troubles anxieux et l'un des moyens de soulager les patients, les thérapies cognitivo-comportementales. Avec moi en studio pour en parler, Baptiste Bléthéry. Bonjour. Bonjour. Baptiste Bléthéry, vous êtes psychologue clinicien spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale et en neuropsychologie. Vous travaillez également sur des projets de recherche sur l'autisme, les hauts potentiels et la dysphasie à l'Université de neurosciences de Savoie. C'est exactement ça. Alors Baptiste Bléthéry, merci d'être avec nous en studio. Merci de m'inviter. Donc les thérapies cognitivo-comportementales sont apparues dans les années 50 aux États-Unis. Ce sont des thérapies brèves, validées scientifiquement. On les utilise principalement dans le traitement des troubles anxieux, du stress post-traumatique, des troubles compulsifs, des phobies sociales. Mais on verra au cours de cette émission que le champ d'utilisation peut être beaucoup plus vaste. C'est ça. Le but de ces thérapies, c'est de remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et réactions en adéquation avec la réalité. C'est une définition qui vous convient ? Ça me convient. Donc au cours de la thérapie, le patient va exprimer des objectifs qu'il souhaite atteindre et le thérapeute est là pour le guider et lui fournir des outils qui vont l'aider à réaliser ses objectifs. Donc pour commencer, j'aimerais que vous nous fassiez une présentation des thérapies cognitivo-comportementales et surtout comment ont-elles évolué au fil du temps. Les thérapies cognitives et comportementales, si on devait résumer ça en une phrase assez simple, c'est l'application de la psychologie scientifique à la psychologie clinique. Ça veut dire que on se sert de ce qu'on a appris dans la science, dans l'expérimentation, pour avoir à notre disposition des outils qui sont utiles aux patients et qui nous permettent de progresser. Étant donné que c'est en lien avec les progrès scientifiques, les thérapies cognitives et comportementales n'ont cessé d'évoluer. Les premiers travaux remontent... Enfin, c'est un peu dur de trouver l'origine, mais on pourrait citer Pavlov, l'apprentissage, donc l'histoire du célèbre chien de Pavlov. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide descriptif de ce chien de Pavlov ? Alors, le chien de Pavlov, Pavlov, qui était le nom du scientifique, avait habitué son chien, à chaque fois qu'il lui donnait à manger, il faisait sonner une clochette. Et il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, il suffisait de faire sonner la clochette pour que le chien salive. Donc en fait, là, on parle des toutes premières pierres à l'édifice des TCC que sont le conditionnement et les apprentissages. Donc cette première partie sonne un peu la première vague, donc qui est la toute première forme que prenaient les TCC, qui était la forme comportementale, où la thérapie était centrée sur la mise en place de nouveaux comportements qui pourraient se substituer aux comportements problèmes. Donc si je comprends bien l'idée, c'est qu'on a un patient qui va avoir des comportements, ça peut être par exemple des comportements d'interaction sociale inadaptés. Exactement. Et on va le formater, entre guillemets. Non, formater, ça voudrait dire qu'on efface certaines choses. Là, c'est vraiment, on va le remplacer par un autre, par quelque chose de plus adapté, un comportement qui serait incompatible avec le problème, qui ferait que la personne irait mieux. D'accord. Ensuite, il y a eu une deuxième vague, la vague cognitive. C'est ça. Donc, la vague cognitive, donc, qui est arrivée un peu plus tard, qui est arrivée avec Beck, et cette fois-ci centrée sur les mécanismes de pensée, en particulier les schémas cognitifs, qui sont des entités qu'on a dans la tête, qui synthétisent toutes nos connaissances qu'on a sur le monde et sur soi-même, et qui vont guider un petit peu notre perception, notre façon de voir le monde. Et donc, les schémas, on en a tous, mais chez certaines personnes, ces schémas sont dysfonctionnels et vont entraîner une inadaptation et des émotions négatives. Donc là, au lieu de cibler un comportement, on va cibler un mécanisme de pensée, là encore, soit en essayant de l'assouplir, soit de le remplacer. Alors, ces TCC, ces thérapies cognitivo-comportementales, à qui elles s'adressent principalement ?
Alors, les domaines d'application des TCC sont vraiment, vraiment vastes. Je peux vous citer quelques pathologies assez connues, mais je pourrais pas vous faire une liste exhaustive. Alors, on a tout ce qui est les phobies. Phobies simples, de toute façon, phobie des araignées, phobie des serpents. Il y a aussi les phobies sociales, donc tout ce qui est le peur d'être le centre d'attention de tous les gens autour de nous. Tout ce qui est anxiété généralisée. Les troubles dépressifs, les états de stress post-traumatique, comme vous citiez lors de l'introduction, tout ce qui est problèmes sexuels, problèmes de couple, les attaques de panique, la boulimie, et ainsi de suite. Alors, dans les TCC, il y a quelque chose qui est quand même indispensable, c'est la motivation. Je crois que vous demandez à vos patients vraiment un investissement qu'on ne va pas demander dans d'autres types de thérapies. Alors, je suis pas forcément expert des autres types de thérapies, mais moi, en tout cas, dans les TCC, il est indispensable d'avoir l'investissement total de la part du patient. Les TCC, c'est vraiment un travail collaboratif. Il n'est pas question que le thérapeute dise au patient ce qu'il doit faire. On travaille ensemble, on définit un objectif ensemble, et une fois qu'on est sur la même longueur d'onde, on commence à mettre en place des outils et des techniques. Et si le patient n'est pas motivé ou n'a pas envie, on peut être quasi sûr que ça ne marchera pas. Donc après, c'est aussi le travail du thérapeute que de donner envie aux patients de s'investir. Des patients qui, pour certains, ont déjà vu plusieurs professionnels de santé, qui ont perdu confiance. C'est à nous de leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'on est là pour eux, qu'on peut les aider. Donc effectivement, la motivation, c'est central dans la thérapie. Parce qu'en plus, dans ce type de thérapie, vous donnez des exercices à faire aux patients. Oui, c'est ça. C'est un travail constant. Nous, en séance, on va apprendre aux patients des techniques, des méthodes, que le patient va devoir appliquer de manière des fois quotidienne quotidienne, pour que la personne s'entraîne et maintienne ce qui a été appris en séance. Comme ça, la séance d'après, on continue et on avance. Alors justement, quels sont ces outils et ces exercices que vous allez donner aux patients et quels sont... on a vu, le but c'est d'atteindre les objectifs du patient, mais quelles sont la finalité finalement de ces exercices ? Alors, je vais vous citer un exemple assez simple. Quand on travaille sur les phobies, par exemple, je vais vous parler de la phobie des serpents, par exemple. Ce qui est le plus souvent pratiqué en TCC, ça va être l'exposition. C'est-à-dire qu'on va montrer à la personne les choses qu'il redoute. On le fait de manière graduée, donc en commençant tout doucement, jusqu'à ce que la personne s'habitue et n'ait plus peur. Et entre les séances, ce qu'on donne aux patients, c'est qu'on va donner soit les photos, soit les vidéos de ce qui fait peur à la personne. La personne va quotidiennement les regarder pour vraiment pérenniser les progrès qui ont été faits en séance et pour qu'à la séance d'après, on puisse repartir, non pas comme si on avait perdu du temps, mais on continue à avancer, toujours. Très bien. Alors comment vous choisissez la méthode thérapeutique ? Ce qu'on a vu, il y a eu plusieurs vagues, donc d'abord une vague comportementale, puis une vague cognitive. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans la 3e vague. Oui, on peut parler de 3e vague. La vague des mindfulness, c'est ça ? Psychologie positive, exactement. Comment vous allez choisir la méthode appliquée en fonction du patient ? Alors, une fois qu'on a pris le temps avec le patient d'identifier quel est le problème, comment il fonctionne, comment il se maintient, nous, on va proposer un éventail d'outils au patient. Et c'est le patient qui va décider. Alors, bien entendu, nous, dans notre expertise, on sait quel est l'outil qui sera le plus adapté, mais c'est pas à nous de décider, c'est toujours au patient. Donc, on va présenter plusieurs méthodes, soit plusieurs méthodes comportementales, plusieurs méthodes cognitives, un mélange des deux. Et le patient décide de ce qui lui plaît le plus, de ce qui correspond le plus à ses attentes et à sa manière de fonctionner. Peut refuser aussi des exercices Mais bien entendu, le patient reste toujours maître de la thérapie. Je vais revenir sur l'exemple des phobies. Quelqu'un qui a peur des araignées, donc je vais lui dire, oui, voilà, donc là, si on prend une technique comportementale d'exposition, je vais vous montrer des choses que vous n'aimez pas. Le patient a tout à fait le droit de refuser et de dire, non, je ne veux pas faire ça. Et à ce moment-là, c'est au psychologue de se remettre en question et de proposer d'autres outils qui seront plus adaptés à la personne, ou alors de parler avec la personne pour comprendre pourquoi est-ce que l'outil proposé n'a pas été validé. Ce sont des thérapies qu'on peut pratiquer également en groupe ou en couple ? Absolument. Par exemple, pour tout ce qui est phobie sociale, donc une peur d'être le centre d'intérêt de plusieurs gens autour de nous, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez efficace,
étant donné que les gens ont peur de parler les uns avec les autres, eh ben, on travaille en groupe. C'est exactement ce qu'on va faire, donc par du jeu de rôle, forcer les gens à se parler les uns avec les autres. Donc là, par exemple, on a un exemple concret de quelque chose qui fonctionne bien en groupe, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça fonctionne aussi pour les thérapies de couple, bien sûr. Quand on parle de thérapie brève, c'est quoi en fait? C'est 10 séances, 15 séances, 20 séances? Alors, en fonction de la problématique que va présenter le patient, on va pouvoir osciller entre une dizaine et une vingtaine de séances. Des fois, ça peut être plus long pour les pathologies plus lourdes, les troubles de personnalité. Mais l'objectif reste toujours de proposer un nombre de séances qui n'est pas excessif. Donc, après, voilà, sur certaines pathologies, on peut être autour de 3-4 mois. En 3-4 mois, certaines pathologies sont complètement résolues. Alors complètement, ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas, on sait que quand on laisse le patient partir, il a en tout cas en main tous les outils et toutes les techniques nécessaires pour qu'il puisse continuer le travail tout seul, parce que ça reste quand même un travail quotidien. Une pathologie mentale est quelque chose qui ne part jamais réellement et qui a besoin d'être finalement travaillé toute sa vie. Donc, bon, voilà. On a bien compris, merci Baptiste. C'est l'heure de faire la première pause musicale. On écoute Where is my mind des Pixies, écrit par Francis Blake en 1988, une chanson que vous avez choisie. C'est ça. Tout de suite, c'est sur Radio Semnose. Stop. With your feet on the air, your head on the ground.
Mon psy m'a dit, une émission de Benjamin Laurent. Where is my mind des Pixies, qu'on avait retrouvé sur le film de David Fincher en 1999. Fight Club. Fight Club, bien évidemment. Nous continuons avec vous, Baptiste Blétéry. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. Alors, dans les TCC, il y a quelque chose, je crois, qui est essentiel, ce sont les émotions. Exactement. Les émotions, c'est central dans les thérapies cognitives et comportementales. La plupart des patients qui vont venir nous voir vont avoir une ou plusieurs émotions qui vont leur poser problème. Alors, avant d'expliquer un petit peu des pathologies qui sont en lien avec ça, je vais prendre juste quelques minutes pour vous définir ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est une sensation physique de plaisir ou de déplaisir qui correspond à des modifications physiologiques. Et ces modifications physiologiques, elles sont sous la dépendance de l'environnement. Ce qui veut dire que vous allez voir quelque chose autour de vous, par exemple quelque chose qui vous fait peur, ou quelque chose qui vous met en colère. Et qu'est-ce qui va se passer tout de suite quand vous allez interpréter ce qui est autour de vous? Vous avez des modifications physiologiques qui vont se mettre en place. Par exemple, quand vous êtes en colère, les muscles vont se tendre, votre pression artérielle va monter. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont assez primaires. Et une fois qu'on a ces modifications physiologiques, ça va se transformer en phénomène mental qu'on va appeler des affects. Et c'est là qu'on va utiliser le terme de colère, de peur, de tristesse, de dégoût, de honte, de culpabilité. Et après, c'est juste une... C'est pas exhaustif, mais en fait, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors justement, ces émotions, pourquoi est-ce qu'elles peuvent être néfastes pour le patient? Alors, néfaste, le mot est un peu fort, mais une émotion, tout le monde a des émotions. D'ailleurs, certaines émotions sont partagées par l'ensemble de la population, quelle que soit la culture. Ces émotions, elles ont pour objectif vraiment capital, qui est la survie. Par exemple, si on prend l'exemple de la peur est une émotion qui nous permet de survivre. Si je vous mets dans une cage avec un lion, ce qui va se passer, c'est que votre respiration va accélérer, votre cœur va accélérer, votre pression artérielle va accélérer, il va y avoir plus d'oxygène dans le sang, vos muscles vont se tendre, et tout ça va avoir comme seul et unique objectif que de vous préparer soit à riposter, soit à fuir. Donc là, l'émotion de peur, on va dire, elle est logique et elle est sacrément utile. Parce que dans la situation, elle va vous permettre de courir plus vite. Mais il y a un moment où ces émotions, elles vont arriver dans des contextes inadaptés et ça va entraîner de la souffrance chez le patient. Et dans les troubles anxieux, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire on est dans des réactions physiologiques de peur qui sont intenses, dans une situation qui ne nécessite pas ces réponses de fuite ou de riposte. En quelque sorte, en fait, les émotions sont pas adaptées à la situation que l'on rencontre. Exactement. Elles vont être soit trop fortes, soit ça va pas être la bonne émotion à ce moment-là. Alors, vous avez parlé justement de troubles anxieux, ce qui m'amène à ma question. Qu'est-ce qu'est en fait un trouble anxieux? On parle de trouble anxieux, mais finalement, ça regroupe beaucoup de choses. Alors, les troubles anxieux, effectivement, ça regroupe pas mal de pathologies. Tout ce qui est état de stress post-traumatique, toutes les phobies, le trouble obsessionnel compulsif, même si on se pose la question de si c'est un trouble anxieux ou pas, l'anxiété généralisée, la phobie sociale, les attaques de panique, tout ça sont des maladies qui sont sous la dépendance d'une émotion d'anxiété inadaptée. Donc là, dans ces situations, l'anxiété va entraîner de la souffrance chez les personnes et des fois un handicap. On parle d'une vraie souffrance psychique. On parle d'une souffrance psychique. Et de toute façon, dans les psychothérapies, c'est de toute façon la condition sine qua non à la thérapie, c'est il faut qu'il y ait une souffrance. Il faut que la personne ressente un handicap, qu'elle se sente mal à cause de cette émotion. Alors cette souffrance, comment elle s'exprime? C'est une fatigue, c'est j'ai envie de rien, je suis mou, Alors en fonction de l'émotion, par exemple quelqu'un qui va être dépressif et quelqu'un qui va avoir un ralentissement global du corps. C'est quelqu'un qui va être apathique, donc qui ne va pas avoir de motivation, qui va être fatigué, qui ne va pas avoir envie de bouger, qui va avoir une sorte d'émoussement, qui va ressentir les choses de manière moins forte. Quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui va devenir irritable, qui va avoir du mal à dormir, qui va être constamment tendu, qui va parfois vouloir s'isoler. Donc en fonction de l'émotion, on va avoir un ensemble de symptômes, donc de symptômes qui sont vraiment encore en lien avec les modifications physiologiques de l'émotion et qui vont entraîner une souffrance. Ces troubles anxieux, je crois que ça touche plus les filles que les garçons.
c'est une bonne question. Tout va dépendre de quelle pathologie on parle. Sur certaines pathologies, par exemple sur l'anxiété généralisée, oui, effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes. Sur le trouble panique aussi. Après, j'ai pas les chiffres en tête, mais de toute façon, ça touche une part importante de la population, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'on sait s'il y a un facteur génétique qui rentre en compte ou c'est purement environnemental? Alors, c'est une question très intéressante. Il y a des prédispositions. Il y a des gens, de toute façon, qui sont plus ou moins sensibles, en tout cas, qui ont plus ou moins la capacité à réguler leurs émotions. Mais il n'y a pas que ça. C'est une interaction compliquée entre à la fois des prédispositions et à la fois l'environnement, l'éducation. Donc, oui et non. C'est à la fois inné et acquis. Exactement, l'histoire de vie. D'accord. J'aimerais qu'on passe aussi sur un autre trouble qui est un petit peu le mal du siècle aujourd'hui, surtout en entreprise, c'est le fameux burn-out. Alors, je crois que burn-out, c'est un terme que vous aimez pas bien. On peut l'utiliser. Après, en français, on parle de syndrome d'épuisement professionnel, donc c'est un peu moins joli, mais ça représente bien la souffrance des gens qui souffrent de ça. Donc, alors c'est pas vraiment une pathologie, c'est un syndrome. C'est-à-dire, ça va être un ensemble de symptômes qui vont poser problème à une personne, mais c'est pas une entité clinique à proprement parler. C'est pas une maladie en fait, c'est bien ça qu'il faut faire comprendre aussi. Alors voilà, bon, après c'est des questions un peu, on va parler est-ce que le vocabulaire est bon ou pas. En tout cas, en fonction des gens, le burn-out va pouvoir prendre énormément de formes différentes. Donc on peut pas dire comme par exemple quand on a une phobie, là on sait que tous les gens qui ont une phobie ont des caractéristiques communes. Dans le burn-out, c'est pas forcément le cas. On va avoir plusieurs manifestations possibles en fonction des gens. Alors justement, ce burn-out, à quoi est-il dû et comment est-ce qu'il se manifeste chez les patients? Alors, il y a 4 grandes causes qui peuvent provoquer le burn-out. C'est des exigences professionnelles fortes, donc on va parler de pression de la hiérarchie, des rapports sociaux conflictuels avec les collègues, avec les clients, avec encore une fois la hiérarchie. Aussi le sentiment de manque d'autonomie, c'est-à-dire de ne pas avoir de marge de manœuvre. C'est-à-dire que de n'avoir qu'une seule façon de faire les choses, finalement de travailler comme un robot en fait. Et le dernier, c'est le sentiment d'insécurité par rapport au travail. Donc est-ce que demain je vais encore avoir mon travail, est-ce que je vais me faire licencier? Donc là vraiment, voilà les 4 grands facteurs qui provoquent le burn-out. Alors comment les TCC peuvent aider justement les patients qui ont fait ou justement ou peut-être à prévenir aussi, ça peut peut-être aider à prévenir le burn-out en entreprise? Il y a 2 axes. On peut effectivement s'occuper des patients qui ont fait un burn-out. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir agir si c'est plus dépressif ou anxieux. On va travailler sur les émotions. On va apprendre à la personne à se relaxer. On peut apprendre à la personne à faire de la résolution de problèmes, c'est-à-dire à prendre du recul sur tout ce qui se passe dans sa vie pour prendre de meilleures décisions. On peut aussi travailler sur tout ce qui est relaxation et tout ce qui est un petit peu collatéral au burn-out, comme par exemple les addictions, l'alcool et la drogue, qui sont des choses qui arrivent souvent dans le burn-out. Mais le travail de TCC ne va pas remplacer ce qui doit être fait en entreprise. Donc c'est finalement la prévention, l'information, les formations, tout ce qui est technique de management auprès des employés. Donc là aussi, c'est des techniques TCC que d'aller en entreprise pour former les gens sur place. Comme un peu la guidance parentale finalement, la guidance d'entreprise. Exactement, donc la guidance parentale, ça va être d'aider des familles par rapport à des enfants qui ont des troubles du comportement. Là, ça serait d'intervenir en entreprise pour donner des informations et faire de la prévention auprès des employés et des responsables d'employés. Je voudrais juste que vous me précisiez un petit point, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, est-ce qu'elles viennent en complément ou est-ce qu'elles remplacent la médication ? C'est-à-dire tout ce qui est antidépresseurs. Alors ça serait encore une fois assez prétentieux de dire que les thérapies cognitives et comportementales peuvent se substituer à un médicament. À mon sens, non. Au contraire, quelqu'un qui va avoir un trouble dépressif très fort et quelqu'un qui ne va pas avoir forcément l'envie et la capacité de s'investir dans une thérapie. Le fait que cette personne prenne un traitement antidépresseur va pouvoir augmenter sa motivation et donc faciliter le travail en TCC. D'ailleurs, les études montrent que la médication plus la psychothérapie, enfin les deux en même temps, c'est la meilleure chose à faire si on veut des résultats. Donc la TCC en fait vient en complément du médicament, mais elle permet de réduire peut-être le temps la durée de prise du médicament. Par exemple, elle va pouvoir faire que le traitement va durer moins longtemps ou sera à des doses plus faibles. Mais encore une fois,
la psychothérapie, enfin moi pour ma part je suis psychologue, donc je n'ai pas à dire aux médecins ce qu'ils doivent donner comme médicament ou non. Donc encore une fois, l'intérêt c'est d'être en communication avec le médecin ou avec le psychiatre et de voir avec lui en fonction des progrès qui sont effectués de ce qu'on peut faire des traitements, sachant que le traitement est aussi une des demandes des patients en général. Et ben, ça nous amène à écouter la deuxième chanson que vous avez choisie, Stress Out, qui est sortie en 2015 sur l'album Blurryface, le duo américain 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Mon psy m'a dit, une émission de Benjamin Laurent. Vous êtes toujours sur Radio Semnose et nous sommes toujours en compagnie de Baptiste Blétéry. Je rappelle également que vous êtes neuropsychologue spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. Donc on va continuer cette exploration dans l'univers des TCC. Question, je pense, qui va intéresser nos auditeurs, c'est quelle va être la différence quand vous recevez un patient qui est un enfant ? Parce que j'imagine que vous ne traitez pas de la même manière en thérapie un enfant et un adulte. Non. Exactement. Alors, juste pour dire que les enfants peuvent présenter les mêmes pathologies que les adultes. Alors des fois sous des formes un peu différentes, mais on a finalement les mêmes pathologies. On retrouve des TOC, on retrouve des états de stress post-traumatique, on peut retrouver des phobies sociales, on peut retrouver les mêmes pathologies. Alors, effectivement, après, la particularité, ça sera le dialogue avec l'enfant. On peut avoir des enfants qui sont assez jeunes, moi, pour le plus jeune que j'ai eu avait, le plus jeune patient que j'ai eu avait 16 mois. Donc, 16 mois ? 16 mois, oui. Un bébé, en fait.
Voilà, donc on se dit comment dialoguer, comment est-ce qu'on peut travailler sur les pensées avec quelqu'un comme ça. Donc en fonction de l'âge, on va utiliser plutôt des techniques comportementales, donc qui ont moins besoin de dialogue. Mais néanmoins, on a toujours besoin de la confiance du patient et encore plus de la confiance de l'enfant. Donc il est souvent beaucoup plus difficile de créer une relation thérapeutique, une relation de confiance. Donc pour ça, on va devoir jouer avec lui, dessiner avec lui, prendre le temps de le connaître, s'intéresser à ce qui l'intéresse. Des fois, ça prend plusieurs heures pour que l'enfant accepte enfin de nous écouter et comprenne enfin l'intérêt qu'il peut y avoir dans une psychothérapie. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure au début d'émission qu'un des facteurs importants pour que les TCC réussissent, c'est la motivation. Mais souvent, j'imagine que d'avoir des enfants, c'est les parents qui les emmènent. Ils n'ont pas forcément envie de venir vous voir. Exactement. Et c'est là vraiment la particularité de quand on s'occupe d'enfants, c'est que il faut intégrer dans le processus thérapeutique les parents. C'est indispensable. Quand on est avec les adultes, on est en relation duel, donc on a le thérapeute, le patient. Quand on est avec l'enfant, il y a le thérapeute, l'enfant, et des fois le papa, et des fois la maman, et des fois le beau-papa, et des fois la belle-maman. Donc il faut réussir à intégrer tout le monde et à ce que tout le monde ait sa place dans le processus thérapeutique. Quand un enfant présente un problème, il y a rarement que lui qui en souffre. Les parents peuvent être épuisés si l'enfant court trop, fait trop de bêtises. Ça peut entraîner aussi des problèmes conjugaux, donc il est important quand on s'occupe d'enfants de prendre la famille dans sa globalité. Donc c'est un petit peu le challenge qu'il y a quand on travaille avec les enfants. Alors quels sont les enfants que vous allez retrouver en thérapie ? Quelles sont les pathologies un petit peu les plus fréquentes ? Alors moi pour ma part je reçois beaucoup d'enfants haut potentiel, donc je parlerai un petit peu du haut potentiel après. Donc ça va être surtout des enfants qui vont présenter beaucoup de troubles anxieux. Donc des enfants qui vont être perfectionnistes, qui vont avoir un souci du détail, qui vont vouloir tout comprendre, qui vont vouloir être efficaces dans tout ce qu'ils entreprennent. Juste une petite précision, les enfants au potentiel, ce sont des enfants qui ont un QI qui est supérieur à 130, c'est ça ? C'est ça. Et qui vont avoir, on retrouve tout un tas de symptômes où ils sont plus anxieux que les autres, ils réfléchissent plus. Exactement, D'accord. Ils sont plus sensibles aussi. Mais après, comme je vous disais au début, chez les enfants, on peut tout trouver. Après, ce qu'on peut avoir qu'on n'a pas forcément chez l'adulte, c'est tout ce qui est les troubles oppositionnels. Donc avec des enfants qui sont tête brûlée, mais voire agressifs, violents, voleurs, menteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi, une part importante du travail. Mais après, comme je vous dis, on peut avoir des TOC, on peut avoir des états de stress post-traumatique. On peut avoir de tout. Vous êtes neuropsychologue, faites-nous peut-être une petite précision sur ce que c'est que la neuropsychologie et comment ça vous aide dans votre travail de thérapeute, justement avec les enfants. Alors, la neuropsychologie, c'est une discipline qui est quand même assez récente. Elle a entre 20 et 25 ans. Enfin, le premier master de neuropsychologie est apparu, je crois qu'il y a 25 ans. La neuropsychologie, c'est une discipline qui est le carrefour entre la neurologie et la psychologie. Concrètement, on va s'intéresser quel est le lien entre le cerveau en tant que matière et la psychologie derrière. Donc, on va travailler d'une part chez des gens qui ont des lésions cérébrales, par exemple les gens qui ont des traumatismes crâniens, et regarder quelle est la répercussion par exemple, d'une atteinte cérébrale sur le comportement, sur les émotions et sur les mécanismes de pensée d'une personne. Et donc là, on va parler de troubles acquis, et il y a tout ce qui est plutôt développemental. Donc tout ce qui va regrouper le développement atypique du cerveau, qu'on va retrouver dans l'autisme, qu'on va retrouver dans les hauts potentiels, qu'on va retrouver dans tous les troubles 10, les troubles déficitaires de l'attention, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie. Donc voilà vraiment le créneau de la neuropsychologie. D'accord. Et du coup, sur votre travail sur les TCC, qu'est-ce que ça vous permet en plus de faire ? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, le diagnostic des troubles développementaux s'est beaucoup amélioré. Donc, on a en consultation maintenant, pour des troubles anxieux ou pour d'autres troubles psychologiques, des enfants qui présentent en parallèle des troubles développementaux. Et à ce moment-là, le fait de connaître le fonctionnement du cerveau, ou en tout cas quel est le lien entre le cerveau et le comportement, nous permet de prendre en charge l'enfant ou la personne de manière globale. C'est-à-dire on va le prendre en charge pour ses émotions, mais on va le prendre aussi en charge pour tout ce qui est inhérent aux particularités développementales de l'enfant. Alors quelles sont-elles justement ces particularités développementales que vous observez ? Alors, par exemple, on va avoir chez les enfants TDAH.
par exemple. Alors TDAH, je rappelle, c'est trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Exactement. Donc qui sont un peu des enfants qui, nous, sur le plan neuropsychologique, ce qu'on sait, c'est que ça va se répercuter sur l'attention. Donc avec des enfants qui vont avoir énormément de difficultés à rester concentrés sur un sujet particulier ou sur une tâche particulière. Des enfants qui vont avoir, quand ils ont l'hyperactivité, qui vont constamment avoir envie de bouger. Donc une fois qu'on sait ça et que cet enfant vient parce qu'il est anxieux, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas tout l'aspect TDAH derrière. Ça reste quand même un enfant qui a de faibles capacités d'attention. Donc, quand on veut travailler avec lui l'anxiété, eh ben, on doit faire avec et on doit s'adapter. Et c'est là que les connaissances en neuropsychologie sont utiles. Et alors, quels sont les outils en TCC que vous allez pouvoir utiliser un petit peu ? Par rapport si vous avez 2-3 petits trucs à donner à nos auditeurs, par exemple. Donnez-moi un exemple de pathologie particulière. Prenons l'exemple d'un enfant TDAH qui n'arrive pas à se concentrer en classe. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire justement en thérapie ? Alors là, ça me permet en plus de rebondir sur la question qu'on avait dit avant la pause. Donc, il est toujours question du traitement par méthylphénidate, par Ritaline la plupart du temps. Ritaline, Concerta, Quasim. Exactement, donc qui sont le méthylphénidate. Et donc là, encore une fois, il faut voir, après c'est le problème du psychiatre et des hôpitaux, de voir si l'enfant a besoin d'être sous traitement. Après, nous, quand on reçoit des enfants comme ça, on va prendre en compte leur faible capacité d'attention en proposant dans les séances plusieurs pauses. Tiens, on va travailler 10 minutes, donc souvent on va mettre une sorte de minuteur devant l'enfant, on va lui dire, voilà, donc je te demande de te concentrer 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, on fait une pause. Donc ça aussi, c'est le genre de choses qui peut paraître très simple, enfin comment dire, même limite un peu bébête comme technique. Mais là encore, on sait sur le plan neuropsychologique que les capacités d'attention sont faibles, donc on va faire avec. On va proposer des pauses plus régulières pour permettre à l'enfant d'être davantage motivé et investi dans ce qu'il fait. Et donc c'est de toute façon globalement ce qu'on dit aux parents d'enfants TDAH, ça va être de ne jamais proposer des tâches trop longues, de ne jamais proposer plusieurs tâches simultanées, de proposer autant de pauses que nécessaire pour que l'enfant, au moins le temps où il est investi, il puisse le faire bien. Alors vous parlez de pause, justement, c'est le moment de faire la dernière pause musicale avec Olivia Ruiz, Elle panique. Elle a peur pour son petit frère, elle a peur pour son derrière. Elle panique, elle panique, elle panique, elle panique, fous-moi la paix, ma sale caboche, tu ne me feras pas sombrer, je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. Aisselles. Elle panique, elle panique, fous-moi la paix, ma vieille caboche, je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche, et je ne veux plus t'écouter. Fous-moi la paix ou je te taloche, je me sens toute démantelée, sur moi tes questions ricochent, inutile de te fatiguer. Elle panique, elle panique, elle panique, elle panique. Donc Baptiste Bléthéry, c'est le moment de faire la conclusion de cette émission.
Quelle est la place aujourd'hui des thérapies cognitives et comportementales en France ? Alors, les thérapies cognitives et comportementales sont arrivées assez tardivement en France et c'est encore quelque chose qui est en développement aujourd'hui. Même si on peut dire que, comme vous l'avez cité au début, ça a vraiment commencé dans les années 50, ça a mis quasiment 30 à 40 ans à arriver en France après. Même si l'OMS et l'Association américaine de psychologie avaient déjà démontré son efficacité. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a tendance à se développer de plus en plus, en lien de toute façon avec les avancées scientifiques, avec la neuroimagerie. On se rend compte que les TCC sont tout indiqués pour beaucoup de pathologies. Alors, là, il n'est pas question. Vous me disiez que sur certaines pathologies, vous arrivez à 70% de réussite. Oui, c'était ce que le rapport de l'INSERM donnait. Mais je tenais quand même à dire qu'il n'est pas la question de dire que les TCC sont mieux que les autres. Il est encore une fois important que le patient décide de lui-même, choisisse parmi tout ce qu'on lui propose la thérapie qui lui corresponde. Les TCC peuvent faire beaucoup de choses, mais elles vont dépendre de la motivation et de l'intérêt du patient. Donc c'est aussi au patient de voir ce qui lui plaît le plus et qu'il fasse son choix en toute connaissance. En toute connaissance de cause. Écoutez, en termes de référence, je conseille à nos auditeurs d'aller voir le site internet de l'Association française de thérapie cognitivo-comportementale, www.aftcc.org, qui est un site qui est vraiment très bien fait, où on explique les thérapies cognitivo-comportementales, les différentes techniques qui existent, les différents praticiens aussi qui peuvent pratiquer ces thérapies. Je recommande également un livre sur votre conseil de Jean Cotreau, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « La force de soi pour une pédagogie positive » qu'on retrouve chez Odile Jacob, qui est paru en 2010. Vous avez peut-être aussi des ouvrages à conseiller ou... Non, je pense que c'est un bon ouvrage pour commencer une approche sur les TCC. Parce que Jean Cotreau, c'est le père des TCC, c'est celui qui a vraiment... C'est comme une figure emblématique des TCC en France. C'est lui qui a mis en place le premier diplôme universitaire de TCC à Lyon, en 1980. Eh bien, merci beaucoup, Baptiste Véthéry. L'émission touche donc à sa fin. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'était une émission passionnante sur donc, les thérapies cognitivo-comportementales. À la technique, le génialissime Fabrice Oriot. Je remercie également Christine Gétin, Claudine Casavecchia, Isabelle Moreau, Emmanuel Moreau et Constance Moreau qui ont apporté une aide précieuse à la réalisation de cette émission. On se retrouve le 17 octobre pour une émission qui sera consacrée à la scolarité des enfants TDAH, troubles déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Vous pouvez retrouver le podcast sur la page Facebook de l'émission et sur le site internet de la radio, www.radiosemnose.com. Rediffusion le jeudi à 13h30 et le dimanche à 16h. Merci à tous, au revoir. Au revoir.